Merci Mélie, merci Brahim pour l'organisation. Je suis ravi d'être là. Première chose que je dois vous avouer, c'est que concernant les livres, moi j'avais lu aucun livre pour le bac de français, et je crois que ça s'est vu. Mais promis, je vais écrire un livre. Je vais écrire le mien, c'est sûr. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour... je ne vois pas trop, il y a peut-être descendre un petit peu. Je suis là pour vous aider à valoriser votre entreprise. Alors, j'ai pas la zapette. Ah voilà, c'est ça qui me manque. Merci. Hop. Je suis là pour plusieurs choses. Je suis là pour structurer le développement de votre activité, pour vous aider à passer, atteindre 1 million d'euros et même plus, c'est l'objectif. Donc voilà, c'est pour moi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Tout ce que je vais vous présenter là, je l'ai fait pour moi. Donc en fait, c'est pas du blabla, c'est du concret. Et vous le verrez, vous le comprendrez par vous-même. Donc aujourd'hui, malheureusement, 80% des entrepreneurs qui atteignent 1 million d'euros de chiffre d'affaires n'ont pas pu anticiper le développement de leur structure, la structuration de leur entreprise. Et pour eux, ça a été une vraie problématique par la suite, parce que derrière, c'est un risque de stagner, voire de régresser. Et ça a été le cas notamment de Sophie, qui est graphiste, que j'accompagne depuis 2 ans en tant qu'expert comptable, et qui, quand elle est venue me voir, est en train de passer de 200 000 euros de chiffre d'affaires par an à 1,2 million. Elle a vraiment développé, elle avait une force commerciale très forte. Sauf qu'en fait, elle n'avait pas changé de structure et elle est en train de payer un impôt monstrueux. Donc ça peut tous nous concerner et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour vous éviter d'être dans cette situation-là. Donc je vais vous partager ici mes recommandations. Bon, j'ai changé un petit peu ici, j'ai refait le slide, mais je me suis mis... c'est pas que j'ai le melon, hein, mais je me suis mis en super-héros parce qu'on est au cinéma aujourd'hui. Donc j'ai essayé de faire une petite... je m'amuse, désolé, je m'amuse comme ça. Hein. J'ai essayé de faire une petite présentation un peu mode super Avenger, voilà, en mode Avenger. Alors, voici ce que vous allez retenir aujourd'hui. Je pèse mes mots, je veux que vous reteniez ça aujourd'hui. C'est que structurer son entreprise, vous allez pouvoir structurer votre entreprise pour vous rendre compte que la France est un paradis fiscal. Et j'ai marqué ici en tout petit, il n'y a que le premier rang qui peut le lire, pour les entrepreneurs. Et il y a un petit drapeau français, vous allez voir que dans la présentation, à chaque fois qu'il y a un petit drapeau français comme ça, c'est que finalement la France, vous allez voir que c'est les avantages qui vont... je vais mettre en avant les avantages de la France en mettant ce petit drapeau. C'est ça qui va prouver que la France est un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Mais je suis là alors ça vous surprend, hein, c'est sûr, mais je suis là jusqu'à la fin, même ce soir, s'il y a une SAV, je suis là pour garantir tout ça. Ok, alors comment on fait ? Écoutez, je suis là pour ça. Hein. J'ai prévu 3 parties. J'ai prévu de vous aider à adapter sa structure à l'évolution du développement de votre chiffre d'affaires. Première chose qui est importante, on va voir. Deuxième chose, on va sécuriser la poursuite du développement de votre activité. Et ensuite, un petit peu rapide. Et ensuite, chose que j'adore faire, c'est tout simplement exploiter son potentiel. Parce qu'on sous-estime souvent son potentiel. Moi-même, je l'ai sous-estimé. Et c'est pour ça que je vous en parle. Pour aller développer un patrimoine et préparer la transmission aussi de votre activité. Donc d'abord, première partie, je suis très scolaire là-dessus, mais on va adapter sa structure à l'évolution de votre chiffre d'affaires. Alors comment on fait ? Ce qu'il faut noter ici, ce qui est important, c'est que la structure d'aujourd'hui, celle que vous avez aujourd'hui, si vous en avez déjà une, ça ne sera pas forcément celle que vous aurez demain. Elle va évoluer avec le temps. Donc, je vous présente le cycle de vie juridique de votre entreprise. Alors, ça ressemble à ça, au départ. On part de zéro. On part d'ici, désolé, abscisse ordonnée, je ne sais plus trop lequel est lequel. Mais il y a le temps qui passe. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous allez développer votre chiffre d'affaires. C'est le projet. Okay, on va suivre cette courbe, celle-ci. Et en suivant cette courbe, il va y avoir plusieurs zones de vie de votre activité, de vie de votre entreprise. Donc la première partie, ça peut être, au moment où on se lance, ça peut être la micro-entreprise. La micro-entreprise, il y a de vrais avantages fiscaux pour ceux qui veulent se lancer en micro-entreprise parce que c'est facile à lancer, facile à créer, facile à administrer et ça coûte vraiment très peu cher. Il y a juste 50 d'euros pour créer sa micro-entreprise. Et ensuite, il y a une fiscalité qui est super avantageuse par rapport à d'autres structures d'entreprise qui peuvent exister. Donc, ce n'est pas du tout engageant. C'est parfait pour se lancer, c'est parfait pour tester une activité. Si ça marche, tant mieux, vous continuez en micro-entreprise ou vous continuez par la suite parce que votre chiffre d'affaires va augmenter. Ou sinon, écoutez, si ça ne marche pas, vous le fermez. C'est ça qui est très simple à faire. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'excuse pour se lancer. La première chose à faire, si on hésite encore, c'est de se lancer avec une micro-entreprise. Ensuite, vous pouvez aussi avoir l'entreprise individuelle. Alors ça, c'est moins commun, mais vous exercez toujours sous votre nom propre. Vous ne créez pas une personne à part avec un nom de société. Vous exercez sous votre nom, comme en micro-entreprise.
Mais vous avez plus cette limite en termes de chiffre d'affaires. C'est pour ça que le cercle est un peu plus grand, vous pouvez aller plus haut en termes de chiffre d'affaires. Mais ça peut vous coûter cher en termes de fiscalité derrière. Ça, c'est surtout adapté par exemple aux professions libérales telles les infirmières qui vendent un peu leur temps contre de l'argent et donc sont limitées en termes de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires qu'elles génèrent, le bénéfice qu'elles génèrent aussi, eh bien, leur couvre parfaitement leurs besoins à titre personnel. Donc ça, c'est pour notamment, par exemple, les infirmières. Et puis, si on est ambitieux, si on va aller beaucoup plus loin, eh bien, il y a deux autres formes juridiques de société, c'est la SARL ou la SAS. Deux formes de société qui vous permettent cette fois-ci de ne pas avoir de limite. La différence entre les deux, on va en parler un petit peu, la différence entre les deux, ça va surtout être la manière dont vous voulez vous rémunérer. En fait, c'est la manière, c'est le montant d'impôt que vous voulez payer. C'est parce que vous voulez payer ce type de montant, ce montant d'impôt que vous allez choisir une forme juridique plutôt qu'une autre. Alors, je recule parce que j'ai marqué. Ah oui, je vais vous donner ici quelques exemples de paliers. Alors, c'est juste des exemples pour vous donner un peu une idée. Après, ça s'adapte à chaque situation. Chaque situation est vraiment différente. Mais par exemple, de 0 à 250 000 euros de chiffre d'affaires, si c'est votre projection de chiffre d'affaires que vous voulez réaliser, ou si vous en êtes là dans votre croissance, eh bien, vous allez d'abord pouvoir commencer en micro-entreprise. Ou en société si vous êtes plus ambitieux. Mais en tout cas, la micro-entreprise, encore une fois, c'est parfait pour se lancer, c'est parfait pour tester. Ça peut être aussi la SARL derrière, parce que c'est un moyen de se rémunérer qui est plutôt simple, avec une fiscalité qui peut être relativement intéressante. On ne cotise pas trop en charges sociales, on n'a pas trop de cotisations à supporter, donc la SARL peut être un bon moyen. C'est simple, mais c'est limité, notamment la micro-entreprise. C'est très simple, mais limité. Mais ça permet de se lancer. Ensuite, si votre ambition, c'est de faire 250 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, là, cette fois-ci, vous allez avoir besoin d'une vraie structure. Je ne dis pas que la micro-entreprise, ce n'est pas une vraie structure, mais une société. Une vraie structure avec une société qui va... faut passer en SAS, il faut passer en SARL, et vous allez avoir besoin de recruter, vous allez avoir besoin de déléguer, vous allez mettre en place des process pour faire appliquer ce que vous avez en tête dans l'organisation de fonctionnement de votre entreprise. Donc c'est l'étape suivante. Et ensuite, si vous voulez faire 1 million ou plus, eh bien là, on va parler d'optimisation fiscale. On en parle déjà un petit peu avant, mais l'optimisation fiscale, là, ça va avoir un vrai impact. Je pense qu'avant tout ça, c'est bien de vouloir développer son chiffre d'affaires, appuyer sur l'accélérateur, faire du chiffre d'affaires, faire du commercial. Et après, on parle d'optimisation. On ne va pas parler d'optimisation si vous vous lancez aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas tout à fait le moment. C'est toujours intéressant de le faire, mais ça ne doit pas être quelque chose qui va vous bloquer. Je vois trop souvent d'entrepreneurs qui se bloquent sur la fiscalité avant même d'avoir fait le premier euro de chiffre d'affaires. Donc on en parle plus tard de l'optimisation fiscale. On va continuer à déléguer, très important. Cette fois-ci, elle est plus forte, cette délégation, parce que vous allez avoir plus de monde, vous allez avoir plus de chiffre d'affaires à assurer. Vous allez structurer peut-être à travers des holdings. On va en parler un peu. Mais les holdings, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider peut-être à développer. Et puis surtout, il va falloir mettre en place une stratégie d'investissement. Voilà, on en parle aussi juste après. Donc ces choix, à chaque étape, il va y avoir des choix stratégiques à mettre en place, à réfléchir. Vous allez choisir, comme on a vu juste avant, votre statut juridique, la forme de société, micro-entreprise, entreprise individuelle, SAS, SARL, et la fiscalité qui s'y rattache, et holding éventuellement. Alors, allez, on en parle tout de suite des holdings. Les holdings, souvent on me pose la question, est-ce qu'il me faut une holding, Greg? Greg, est-ce qu'il me faut une holding? Greg, tout le monde me pose cette question. Alors, c'est vrai que moi, j'ai créé une holding. Avant même, je vais vous en parler après, mais très rapidement, parce que j'ai eu un besoin de financement. La holding, c'est pas intéressant. C'est intéressant uniquement si vous avez un besoin de financement. Je vais fort dans les mots là, mais c'est uniquement intéressant si vous avez un besoin de financement, je répète. Si vous n'avez pas un besoin de financement, si vous n'avez pas besoin de trésorerie pour lancer une activité, pour financer une activité, déjà, pas de holding. Maintenant, la holding, ça devient intéressant si vous avez un besoin de financement et si vous avez des ressources quelque part, dans une autre société éventuellement, pour pouvoir répondre à ce besoin de financement. Si vous n'avez pas cette deuxième société qui, elle, a de la trésorerie, et que vous n'avez pas ce deuxième besoin de financement, ou ce premier besoin de financement pour financer un nouveau projet, eh bien la holding, elle ne va pas être utile. Vous n'avez pas besoin de holding. Mais la première chose à retenir, c'est que la holding, elle est utile que si on a un besoin de financement. Moi, par exemple, pourquoi j'ai créé une holding? Alors j'avais créé une première société il y a quelques années. Il n'y avait à l'époque pas de holding, tout simplement, je la détenais en direct. Mais le jour où j'ai eu besoin d'une holding, c'est parce que j'ai eu un besoin de financement. J'ai eu besoin de racheter une entreprise. J'ai eu besoin de racheter mon cabinet d'expertise comptable, c'était il y a 11 ans. Et si c'était moi qui achetais, donc c'est moi qui empruntais, en fait, il fallait que j'ai un salaire suffisant pour pouvoir rembourser les mensualités du crédit. Parce que c'était 1 250 000 le rachat de l'entreprise, j'ai emprunté 950 000 euros. Mais si c'était moi qui empruntais, il fallait que je rembourse, il fallait que j'ai un salaire suffisant
que je me verse un salaire suffisant pour pouvoir rembourser les mensualités, qui étaient de 12 500 euros par mois. En fait, ce n'était pas possible. Moi, il y a 11 ans, célibataire sans enfant, fallait que je me verse au moins 12 500 euros net après impôt sur le revenu, après charge sociale. Ça veut dire qu'il fallait que j'ai un salaire, je sais pas, 30 000 euros brut par mois. Ma boîte, elle ne pouvait pas me payer ça. Donc je ne pouvais pas. Et donc, ce n'est pas moi qui ai emprunté, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est ma société. C'est une autre personne, quelqu'un d'autre, une société. Donc c'est ma holding qui, elle, a emprunté. J'étais salarié de ma holding. Elle emprunte, donc elle rembourse. Et pour pouvoir avoir des ressources, bah moi qui étais salarié de ma holding, je faisais des prestations à ma société que je rachetais, à mon cabinet d'expertise comptable. J'étais le président du cabinet d'expertise comptable. Et parce que j'intervenais chez ce cabinet d'expertise comptable qui m'appartient, eh bien mon employeur, ma holding, facturait des prestations. Et donc c'est comme ça que l'argent remontait pour pouvoir me rémunérer et pour pouvoir surtout rembourser le crédit. Voilà. Donc là, la holding, c'était un rôle indispensable, c'était vital, mais il faut créer sa holding que quand c'est vital. Parce que derrière, c'est aussi des frais de création, des frais d'administration, des frais de compta, des frais de temps à passer, tout simplement parce qu'il faut suivre la comptabilité de l'entreprise. Et donc, si on peut éviter tout ça et rester focus sur le développement de notre business, eh ben, faisons la holding, c'est utile. S'il y a un besoin de financement, je l'ai répété suffisamment, 2 fois là, mais je pense que c'était important. Qu'est-ce que j'ai marqué? Sécurisation du dirigeant. Oui, ça c'est un point important aussi quand vous allez développer vos projets, votre activité. Ça va être de sécuriser votre situation de dirigeant, votre rémunération bien sûr, et votre protection sociale. Moi je dis toujours, je partage juste mes idées, apprendre ou pas apprendre, hein, mais c'est ce que j'ai mis en place pour moi, comme toujours. Moi je me verse le salaire dont j'ai besoin. J'estime que ce n'est pas utile de se verser plus que ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que si on se verse un salaire qui est au-delà de ce qu'on a réellement besoin pour nos besoins personnels, bon, en fait, on va payer quoi en plus? On va payer des charges sociales en trop et on va payer de l'impôt sur le revenu en trop. Si on évite de se verser ces charges sociales en trop et de l'impôt sur le revenu en trop, si on laisse tout ça dans la boîte, bah derrière, ça va nous donner plus de capacité à aller faire un apport pour aller faire d'autres investissements et d'autres projets. Et finalement, moi, à titre perso, je n'ai pas rien à cacher. J'ai mon salaire brut, je l'ai fait il y a un an ce calcul. Sur les 10 premières années de mon cabinet, mon salaire brut moyen, ça a été 3 000 euros brut par mois. Voilà, ça m'a suffi pour vivre. Ça ne m'a pas empêché de développer un patrimoine. Ça ne m'a pas empêché de mettre ma fille associée partout, hein. Ça fait plus de 3 ans qu'elle est associée partout avec moi. Mais aujourd'hui, j'ai plus de... Je ne sais plus trop. Mais je dois avoir 600 mètres carrés de bureau à Paris, dans les plus beaux quartiers de Paris, et en me payant 3 000 euros brut par mois. Donc ça, c'est parce qu'on est entrepreneur, et c'est parce que la France a un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Et puis ensuite, ce qui est important, ça va être aussi, donc, dans le développement, ça va être la délégation, la structuration des ressources humaines de votre équipe. Ce n'est pas forcément que vos salariés, c'est aussi vos prestataires. À chaque niveau, vous allez devoir déléguer, partager des process, partager vos idées et vous faire comprendre. Ça, c'est les éléments importants. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va essayer de sécuriser tout ça. On va sécuriser la poursuite du développement de votre entreprise. Alors, l'objectif ici, c'est d'éviter que votre croissance ne devienne un piège. Je vois trop souvent d'entrepreneurs qui se plantent à ce niveau-là. Donc on va essayer de sécuriser tout ça, et il y a plein de risques, notamment en termes de trésorerie. Il va falloir gérer sa trésorerie de manière intelligente. Alors, d'abord, on va éviter de tout réinvestir. On va garder toujours un peu de trésorerie. On va éviter de tout réinvestir sans filet de sécurité. Moi, j'aime bien réinvestir. J'aime pas avoir de l'argent sur mon compte, en fait. J'aime bien réinvestir. Mais pour ne pas se tromper là-dessus, c'est important de faire un business plan. Moi, j'ai un business plan, je le mets à jour tous les mois. Et je compare mon business plan avec ce que j'ai finalement réalisé. C'est important pour pouvoir suivre sa gestion et sa trésorerie. On va aussi prévoir toujours dans ce développement, même si ça marche bien, même si on a de la trésorerie qui commence à s'accumuler, eh bien, il faut quand même toujours garder son matelas de trésorerie. Un matelas de trésorerie qui va être de 3 à 6 mois, qui va être 3 à 6 mois pour payer toutes vos charges fixes, en imaginant que pendant 3 à 6 mois, vous n'avez plus de chiffre d'affaires qui rentre, pour une raison ou pour une autre, pour une problématique ou pour une autre, eh bien, pendant ce temps-là, il faut que vous puissiez continuer à faire perdurer la boîte. Donc, il vous faut 3 à 6 mois de trésorerie de sécurité pour payer ces charges fixes. Si on est prudent, c'est 6. 3, c'est bien. Et troisième chose, ici que j'ai noté, oui, c'est rechercher la rentabilité. On ne peut pas se développer si on n'a pas de rentabilité. Ou alors sinon, il faut trouver des business angels, il faut trouver des investisseurs. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et moi, je n'ai pas envie d'investisseurs chez moi. Je préfère grandir moins vite, mais être chez moi. Ça me permet de faire mes bêtises tout seul, mes petits projets tout seul. Donc recherchez toujours la rentabilité dans vos projets. Assurez-vous que quand vous acceptez un client, que derrière, vous allez gagner de l'argent avec lui. On ne va pas travailler gratuitement. Et
d'abord, on s'assure de la rentabilité et ensuite on se récompense. Là aussi, je vois trop souvent des entrepreneurs qui, tout de suite, moi, je ne dis pas que je l'ai fait, mais tout de suite, leur boîte elle commence à marcher, ils prennent un gros salaire. Et derrière, il y a un imprévu qui tombe, un truc qu'on n'avait pas prévu. Et c'est la catastrophe. Surtout que quand on commence à se verser un gros salaire, bah derrière, on paye beaucoup de charges sociales et surtout, on paye aussi beaucoup d'impôts sur le revenu. Et j'en vois trop qui sont obligés d'augmenter leur salaire parce que leur impôt sur le revenu augmente. Et donc là, c'est le cercle vicieux. On est constamment obligé, on est maintenu de se verser un gros salaire et ça nous freine absolument tous nos projets de développement, projets d'investissement, parce qu'on est coincé à toujours verser un plus gros salaire pour payer toujours plus d'impôts sur le revenu. Donc d'abord, on assure la rentabilité et après, on se récompense. Est-ce que... J'entends. Et est-ce que... Et ensuite... Hein? Ah ouais. Chacun ses idées, voilà. Première chose, là je voulais savoir, je veux vraiment vous partager, bon, oui ou non, est-ce que vous avez un business plan? C'est trop important. Je pense que vous pouvez m'en demander un ici si vous voulez, ou en tout cas, la présentation, elle vous sera sans doute partagée. Mais il vous faut un business plan, parce que c'est ça qui permet de réussir ces projets. C'est ça qui permet aussi d'identifier le potentiel qu'on peut avoir. Moi, c'est en faisant mon business plan que je me rends compte que là, j'ai encore le droit de faire des petites folies, de me faire des cadeaux, de me faire des récompenses, de refaire des investissements. Et donc, si on ne fait pas un business plan, d'abord, on peut se planter dans la trajectoire qu'on prend, dans la gestion de trésorerie qu'on est en train d'avoir avec notre propre boîte. Et surtout, malheureusement, on peut passer à côté d'opportunités d'investissement, de développement, de récompenses que vous allez pouvoir vous offrir parce que vous allez vous rendre compte que vous avez ce potentiel-là à développer un patrimoine grâce à... Oula. Grâce à la trésorerie. Tout va bien. Merci. Ok. Donc ensuite, se protéger personnellement en tant que dirigeant. Bah oui, ça c'est trop important. C'est vous le mettre à bord déjà. Si vous avez des équipes, vous êtes responsable de ces équipes. Et en plus de ça, si vous avez une famille, vous êtes doublement responsable. J'ai envie de dire, il faut absolument que rien ne vous arrive. C'est trop important. Donc, rémunération et protection sociale adaptée. Bon, je pense que vous avez compris, hein, c'est de verser un salaire dont on a besoin. Ça c'est mon idée. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est ce côté raisonnable qui fait qu'on peut avancer et devenir déraisonnable derrière. Ceux qui viendront en discuter avec moi sur mes côtés déraisonnables, ça peut être une question de tout à l'heure, mais avec plaisir. Après, c'est séparer ses finances entre le côté perso et le côté pro. Votre boîte, elle vous appartient. Okay, c'est vous l'actionnaire, c'est votre boîte. Sauf que la trésorerie de votre boîte, elle ne vous appartient pas. Je sais, ça peut être frustrant, mais quand vous créez une boîte, on est tous ici des personnes physiques, mais quand on crée une boîte, on crée une personne morale. C'est une personne à part. Et même si cette personne nous appartient, bah, ce qu'elle détient ne nous appartient pas. Donc, n'oubliez pas que si vous prenez de l'argent directement dans la boîte, c'est à travers un salaire, c'est à travers des dividendes, c'est à travers une rémunération. Point important, assurance et prévoyance. Ça aussi, bah, je suis mal placé pour le dire, hein, mais il faut vraiment faire attention à votre santé et avoir une bonne protection sociale. Il en existe plein. Assurance prévoyance, c'est un classique, hein, mais il y a assurance homme-clé, il y a plein de choses qui vous permettent de vous sécuriser si vous voulez être prudent. Surtout si vous avez des responsabilités, une famille, des salariés, tout ça, ne vous oubliez pas, quoi. Pour éviter les catastrophes, parce qu'il peut y avoir des imprévus. Ok? Bon, structurer sa fiscalité et son organisation. Alors, j'ai mis plein de drapeaux là, non? J'ai mis plein de drapeaux. Ça, c'est des trucs que j'adore, alors. Donc, optimisation fiscale par palier de chiffre d'affaires. Ouais, là, ici, c'est parce que vous développez, parce que vous grandissez qu'il va y avoir des optimisations à tous les niveaux à faire. Là, ici, j'ai cité tout ce qui me plaît, tout ce que j'ai pu faire. Donc, j'ai marqué la holding, j'ai marqué SCI, voilà. J'ai marqué le démembrement. Le démembrement, c'est ce que j'ai fait avec ma fille, par exemple. J'ai anticipé la donation, la succession. En fait, qu'est-ce qui coûte cher en France? Je ne sais pas si vous avez des idées. Qu'est-ce qui coûte cher en France? J'en ai 4 en tête. Succession. J'ai déjà tout dit presque. Bon, alors, ce qui coûte cher, c'est les charges sociales, c'est l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt sur les sociétés, et c'est les frais de succession. Et le pire, c'est les frais de succession, en fait. Le pire, c'est les frais de succession. Si vous êtes entrepreneur, on est tous entrepreneurs, tous motivés en tout cas, si vous développez un patrimoine, allez vous faire peur, allez regarder un peu le barème progressif de la fiscalité sur la succession. C'est une catastrophe. Et le démembrement, c'est le meilleur moyen, un des bons moyens en tout cas, pour pouvoir éviter cette fiscalité sur la succession. C'est pour ça que ma fille, comme on disait tout à l'heure, elle est associée avec moi depuis plus de 3 ans dans tous mes projets, soit en pleine propriété, soit en démembrement.
Et puis, dernière chose, c'est la capacité d'emprunt. Mais si vous n'avez pas fait votre prévisionnel, vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous avez une capacité d'emprunt. Et la capacité d'emprunt, on ne l'a pas partout. Donc là, il y a 4 drapeaux. Il y a capacité d'emprunt, il y a le démembrement, le drapeau en fait il est en dessous, la SCI c'est un bon moyen aussi pour alléger sa fiscalité, et la holding. Ces 4 drapeaux, ces 4 points-là, c'est ce qui m'a aidé en tout cas à me rendre compte que la France a un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Ensuite, ce qui est important aussi, ça va être de diversifier les activités pour éviter une dépendance à une seule. Je pense qu'à un moment donné, ce qu'il faut la priorité, c'est de développer votre business. Votre business, ce que vous faites le mieux, vous appuyez sur l'accélérateur, vous y allez à fond. À un moment donné, vous allez vous rendre compte, là je l'ai bien développé, il va falloir que je diversifie, que je sécurise un peu les choses. Voilà. Et ça peut être l'immobilier, ça peut être d'autres activités, ça peut être des choses qui vous récompensent. Moi, ça a été l'immobilier pour commencer. Et puis après, ça a été mes écoles. Ça a été mon école Entrepreneur Academy, mon école Expert Comptable Academy. Oui, je manque d'imagination. Et puis la suite, dont je vais vous parler juste après aussi. Troisième point ici, ça va être justement d'exploiter, ça j'adore, exploiter son potentiel à développer un patrimoine et à le transmettre. Donc l'objectif, c'est d'utiliser le développement de son entreprise pour bâtir un empire patrimonial. Ça vous tente? Allez. Donc c'est d'abord investir sa trésorerie. Comme je vous disais, moi j'aime pas avoir la trésorerie, je préfère la réinvestir derrière. Donc, première chose, meilleur investissement que vous ayez à faire, c'est d'investir votre trésorerie dans votre propre boîte. Si vous avez une boîte qui tourne, qui se développe et qui a besoin de trésorerie, mettez-lui cette trésorerie à disposition. C'est Pedro qui a dû en parler tout à l'heure. Le meilleur investissement que j'ai pu faire, c'est racheter mon cabinet d'expertise comptable il y a 11 ans. Le meilleur investissement que j'ai fait, c'est sûr, de toute ma vie. Ça m'a permis d'être là sur scène aujourd'hui. Et puis de vous rencontrer et de faire plein de choses. Mais c'est meilleure chose à faire, investissez votre trésorerie dans le développement de votre boîte. Donc, ne consommez pas tout en titre perso, gardez-en un peu dans votre boîte si c'est un bon investissement. Les efforts que vous faites aujourd'hui, ça va avoir un retour qui va être décuplé dans les années à venir. Faites cet effort-là. Ensuite, ça peut être l'immobilier, en effet, hein, comme je vous disais, ça peut être du locatif, de l'habitation, du bureau, la défiscalisation, j'aime moins, mais j'aime pas trop même, mais je vous le donne. Et puis après, ça va être de faire des placements financiers, de la diversification. Prenez pas non plus trop de risques sur vos investissements. Je préfère encore une fois que vous investissiez dans votre boîte si elle marche, quoi. La holding comme outil clé. Voilà, la holding, elle peut être clé vraiment pour vous aider à développer ce patrimoine. Moi, c'est ma holding, tout est détenu par ma holding, je ne détiens rien, moi, en fait. Sur mon compte bancaire, je dois avoir 3 000 euros. Et tout ce que je détiens, en revanche, c'est des parts de ma holding, qui, elle, détient toutes mes participations. Et la holding, c'est clé parce que c'est aussi un moyen de m'aider à transmettre derrière à ma fille. Donc, la holding, elle va sécuriser vos actifs. Parce que vous allez pouvoir les protéger des uns des autres. S'il se passe quelque chose dans une de vos structures, ça ne va pas impacter vos autres structures. Donc il n'y a pas de dépendance, il y a une vraie protection, une vraie barrière entre vos différents investissements, vos différentes sociétés, vos différents projets, immobilier, entreprise ou autres. Vous allez pouvoir développer justement des nouveaux projets grâce à la holding. Parce que s'il y a une de vos boîtes qui détient de la trésorerie, grâce à la holding ou via la holding, elle va pouvoir prêter cette trésorerie, cette boîte qui en a, à un autre projet, à une autre boîte qui aurait besoin de trésorerie pour financer un projet. Donc ça, c'est un moyen aussi de développer vos nouveaux projets. Je crois que... Ensuite, ça va être un moyen de faciliter la transmission. Faciliter sa transmission. Ma fille est associée de ma holding. Et puis, il existe un pacte du travail, par exemple. Bon, on en parlera plus tard, mais beaucoup plus tard, parce qu'on n'est pas tous concernés aujourd'hui par ça. Et puis, c'est un moyen d'optimiser sa fiscalité. Grâce à mes projets, grâce à ma holding, grâce à mes investissements, je paye très peu d'impôts. Déjà, à titre perso, j'ai un salaire qui est raisonnable, donc je ne paye pas d'impôts, je ne paye pas beaucoup de charges sociales. Je ne paye pas beaucoup d'impôts sur les sociétés parce que je réinvestis tout dans les projets. Et les frais de succession qui coûtent cher aussi, j'ai déjà anticipé avec ma fille qui est associée partout. Donc j'essaie vraiment de casser tout ce qui coûte cher en France, grâce à tout ce qu'on présente aujourd'hui. Et puis l'idée, c'est de penser long terme. Avoir une stratégie long terme, c'est ça qui va vous aider aussi à alléger cette fiscalité. Ça va être aussi de penser au fait qu'aujourd'hui, votre entreprise, elle vous rapporte de l'argent. Elle vous permet de vous rémunérer. Elle paye vos dépenses. Mais aussi, votre entreprise, si vous la structurez, c'est quelque chose qui va pouvoir se vendre demain. Donc c'est un deuxième moyen de gagner de l'argent. Elle vous fait gagner de l'argent chaque année parce que vous travaillez dessus dans vos projets. Mais demain, si vous la structurez correctement avec des choses qui ne tiennent pas uniquement sur vous, c'est aussi du coup un actif que vous pourrez revendre. Donc préparez ça sur le long terme et on sous-estime là aussi la valeur potentielle de notre boîte. Vous allez pouvoir la revendre si vous la structurez correctement. Et puis derrière, c'est aussi de préparer cette transmission, encore une fois, comme je dis avec ma fille,
en faisant par exemple du démembrement. Donc voyez long terme, important. Ma fille qui est là. Donc ça, c'était la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, aussi. Hein. J'ai pas fait grand-chose de bien, mais ça, c'est bien. C'est que j'ai déjà transmis à ma fille. Bon, là, pour la photo, elle cassait un petit trou dans un mur, mais elle m'aide mais c'est quelque chose qui fait du bien, en fait, de transmettre. Mais en fait, si je vous raconte tout ça, je vais vous donner un exemple, je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et bah, je suis parti de rien, hein, mais comme ça, voilà, je suis parti de rien. En 2006, voilà, j'avais 25 ans, 24-25 ans, je pars vivre à l'étranger et je crée une première société. Je crée une société de media buying. Je connaissais même pas le titre de ce que je faisais comme métier à l'époque, mais je suis tombé dedans un peu par hasard. J'ai acheté des espaces pubs sur Facebook qui se lançaient à l'époque et je les revendais à des boîtes qui avaient besoin de visibilité. Donc j'étais des tout premiers à acheter des espaces pubs sur Facebook, hein, ça me coûtait 1 centime de dollar le clic. Et je les revendais derrière, notamment à Mythic, qui était mon plus gros client, et qui me payait je crois, jusqu'à 50 000 euros par mois pour ça. Et je faisais ça en parallèle de mes études, de mon job, quand j'étais à Dublin. En 2014, alors il s'est passé quelque chose, hein, c'est il y a quelques années entre les deux, parce qu'après je suis revenu en France, j'ai repris mes études pour devenir expert comptable, c'est les longues études, hein, il y a 8 ans d'études. Et il y a 11 ans, j'ai eu l'occasion donc de racheter un cabinet d'expertise comptable. Dès que j'ai été diplômé, 6 mois après, j'ai racheté un cabinet. Donc avec l'argent que j'avais pu faire en Irlande, ça m'a fait un apport. J'ai vendu mon appartement que j'avais acheté avec cet argent qui était à Montmartre. Et j'ai la banque qui m'a suivi. Donc j'ai acheté un cabinet d'expertise comptable qui avait une dizaine de collaborateurs. Au début, j'ai observé. Donc comme je disais, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie, acheter une entreprise qui tourne. Il y avait une dizaine de... Ça marchait bien, voilà, ça tournait gentiment, ça ronronnait, j'ai observé. Et petit à petit, j'ai mis un peu ma patte, ma griffe, et j'ai commencé à développer. L'année d'après, j'en ai créé un deuxième de cabinet. Cette fois-ci, je ne l'ai pas racheté, je l'ai créé avec un ami. Donc cette fois-ci, j'ai un associé. Et en 2016, bah là, j'ai vraiment accéléré les choses. J'ai lancé une chaîne YouTube, j'ai lancé des projets, donc je crois que c'est un peu après la chaîne YouTube, mais j'ai vraiment commencé à accélérer le développement de ma boîte. J'ai ouvert des agences, donc grâce à ma société, j'ai commencé à acheter de l'immobilier parce qu'on commençait à être trop petit. Et donc, en termes de murs, et donc j'ai investi dans de l'immobilier. J'ai acheté plusieurs murs en 2016. J'ai ouvert 2 agences. J'ai acheté un autre cabinet d'expertise comptable. J'ai la naissance de ma fille et puis c'est à peu près l'idée. Donc 2016, grosse année, grâce à ma structure, je diversifie un petit peu mes activités en investissant dans l'immobilier. 2017, je fais rien parce que là c'était quand même une grosse année 2016, donc je me repose un peu. Hein. Faut pas faire un burn-out trop tôt non plus. Hein. Voilà, 2017, rien. 2018, c'est là que je lance ma chaîne YouTube. Donc j'accélère encore un petit peu plus. Chaîne YouTube, je parle comptabilité, à qui ça peut plaire? Bah si, en fait, quand on a une passion, hein, c'est comme pour un livre, finalement. Quand on a quelque chose à partager, une idée à partager, une passion à partager, bah, il y a toujours des gens qui vont apprécier qu'on leur partage une passion. Moi, j'adore aller vers des gens passionnés, j'adore. Donc si vous êtes passionné par quelque chose, partagez cette passion parce qu'il peut y avoir Moi, ça peut m'intéresser en tout cas. Et 2019, pareil, je continue le développement grâce à ma chaîne YouTube. Je crée un nouveau cabinet d'expertise comptable et surtout, j'achète des bureaux. Rue du Pont-Neuf, dans le premier arrondissement de Paris, on a fait des beaux événements avec Mélie. Et c'est aussi là que j'ai commencé à mettre ma fille en tant qu'associée dans tous mes projets. Donc vous voyez, ça se fait petit à petit en fait. Hein. À l'époque, elle a 5 ans. Elle est née en 2000... Non, elle a 3 ans. Elle est née en 2016. Donc ça avance bien. Voilà. En 2020, ça se fait étape par étape, hein, vous voyez. Ça, c'est mon parcours, mais ça pourrait être le vôtre. Qu'importe où vous en êtes dans votre parcours, vous allez vous y retrouver. En 2020, qu'est-ce que je fais en 2020? Ah oui, j'arrête un petit peu YouTube parce que YouTube m'apporte beaucoup trop de visibilité. Par contre, j'ai toujours ce plaisir de vouloir partager mes expériences. Et donc, je crée la première école qui s'appelle Entrepreneur Academy. Et c'est un vrai plaisir pour moi de continuer à avoir cette pédagogie et de partager les choses et partager mon parcours et mes idées. 2020, 2021, je fais des investissements exotiques, toujours grâce à à l'entrepreneuriat. Je commence à acheter des montres, des diamants aux enchères un peu partout dans le monde, des montres de collection, des diamants, des pierres précieuses, des photos. J'ai acheté une voiture et là je suis en train d'acheter, je vous en parle juste après. 2024, donc je crée une école facile pour les experts comptables, comme tu disais, pour les rendre entrepreneurs. Donc ça c'est chouette, c'était en juillet et ça se passe très bien. Il y en a 100 qui ont postulé, j'en ai pris que 15 pour commencer et je vais refaire une nouvelle génération. Et là, en 2025, le projet là, c'est d'acheter un manoir. Grâce à l'entrepreneuriat, toujours. Je voulais acheter un château, je vais être plus raisonnable. Je suis en train d'acheter un manoir à Chantilly pour vous recevoir. Parce qu'il il y a une partie hôtellerie, il y a une partie Airbnb, il y a une partie maison d'hôte.
Et je veux que ce soit un lieu d'échange et de rencontre. C'est fait partie de mes petites folies que je m'autorise grâce à l'entrepreneuriat et grâce à ma holding et grâce à mes projets. Et c'est pour ça que la France a un paradis fiscal, parce qu'on peut se faire des petites folies comme ça. Voilà. Ce que je voulais vous partager ici, c'était vraiment mes idées, mon parcours, mes idées, que ça puisse vous donner des idées de ce qui peut être fait. On a tous notre parcours à créer, chacun va être différent. Mais c'est quoi qu'il arrive, ce chemin qui est beau et que je voulais essayer de vous montrer, d'essayer de vous montrer ce que vous pourriez faire aussi de votre côté. En plus, tout ça, en allégeant votre fiscalité. Plus vous réinvestissez, plus vous construisez votre parcours, plus vous allégez aussi votre fiscalité. Donc, vous avez cette chance d'entrepreneur, maintenant profitez-en parce que c'est comme ça qu'on prend du plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Et je vous remercie pour votre écoute et je suis là pour s'il y a des questions. Merci Grégory. Alors, je vais bien prendre une question, pas plus. Une seule de madame qui n'a pas encore posé de question. Donc, allez-y, levez-vous. On va essayer de le faire sans micro. En fait, je voulais juste savoir s'il y a une limite d'âge pour faire la passation vis-à-vis d'un enfant, en tout cas en France. Est-ce qu'il est obligé d'être majeur? Et est-ce qu'il y a une limite d'âge pour pouvoir avoir le parcours que vous proposez là maintenant? Peut-être répète peut-être la question pour être sûr que tout le monde entend. Donc tu me demandes s'il y a une limite d'âge pour faire une donation, une succession à nos enfants. Et est-ce qu'il y a une limite d'âge, c'est ça, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans ces projets-là? C'est ça? Avoir un genre de parcours comme ça. Ouais. Alors déjà, la première question, ma fille, moi j'adore essuyer le plâtre, essayer de faire tester un peu les limites. Donc je l'ai fait pour moi. Ma fille, elle avait 5 ans quand je l'ai associée avec moi. Donc aucun problème, je l'ai fait chez le notaire. Maintenant, je sais que je peux le faire sans notaire. Et il n'y a eu aucun problème pour qu'elle puisse être actionnaire. Il fallait juste que sa mère soit d'accord également. Et ça ne me gêne même pas pour mes prochains financements. Au niveau des impôts, il n'y a pas eu de particularité? Non, il n'y a aucun problème. Voilà. Et elle n'est pas là aujourd'hui, mais je l'amène sur les conférences et je lui dis juste de boucher les oreilles quand je parle de ça, mais je pense qu'elle a compris, quoi. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une limite dans tous ces projets-là? Je pense qu'il n'y a pas de limite. Moi, j'ai commencé à 24-25 ans. J'aurais pu commencer beaucoup plus tard. En fait, je pense qu'il n'y a pas... Ça dépend... on est tous avec un parcours différent. L'objectif, c'est de faire quelque chose qui nous plaît. Et c'est parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît qu'on le fait bien et qu'on a envie de le faire, qu'on continue à vouloir le faire et qu'on est récompensé derrière. Qu'importe l'âge, tu vois, je pense que vraiment, il faut trouver sa voie, ce qui nous plaît. Il faut rassembler ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire et avec ça, on en fait un business. Mais il n'y a pas de limite d'âge pour moi. Ouais.